Qu'est-ce qu'une stratégie intelligente et comment y préparer? Pourquoi des stratégies intelligentes pour la logistique? Quelle intelligence utile pour la logistique aujourd'hui? Comment promouvoir l'intelligence dans la logistique au Maroc? Quelle relation existe-t-il entre la supply chain et l'intelligence? Quel mode d'intelligence pour accompagner la supply chain? Quel indicateur l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique dispose pour le développement et la promotion de la logistique? Comment promouvoir la collaboration entre les différentes parties prenantes de la logistique? Ces questions vont être traitées dans le cadre d'un débat avec des personnalités de renom dans notre monde logistique. M. Rachid Tahi, président de l'OMCL, l'Observatoire marocain de la compétitivité logistique. M. Mohamed Talal, PDG du groupe Voie Express, groupe actif dans tous les aspects de la logistique au Maroc, un des leaders du pays. Madame Sana Hassini, vice-présidente de l'Association marocaine de la logistique, AMLOG, et Ahmed Loukili, enseignant, formateur et chercheur dans le domaine de l'intelligence. Donc, par rapport à la partie intelligence logistique, ou bien la logistique intelligente, ah ben moi, mon égard, c'est tout simplement cette aptitude à rendre les réseaux logistiques plus agiles et plus sûrs. En fait, l'intelligence logistique, c'est assurer l'architecture intelligente de cet ensemble de prestations logistiques, transport, warehousing, distribution, planification, stockage, distribution, la livraison. Je pense notre ami ici, Mohamed Talal, va plus parler peut-être de la partie transport et logistique en sa globalité, en essayant principalement de recourir à sa simplification. Qui dit simplification, je pense à mon égard, c'est plus faire appel à la transformation numérique ou digitale, plus pour assurer le gain de temps, le coût et, comme j'avais dit, la simplification de ces échanges. En fait, si je me permets, l'intelligence logistique, elle est tout simplement cette fin ou cette quête de création de valeur. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateurs, par exemple, on le link principalement à cette transformation, j'allais dire, digitale. Et d'ailleurs, il y en a ceux qui lient l'intelligence logistique à l'intelligence artificielle. Et donc, là, toutes les méthodes d'optimisation, de transport, blockchain, la database des clients, c'est assurer ce réseautage de telle sorte à permettre un petit peu de réussir cette expérience assez, j'allais dire, personnalisée ou ultra personnalisée du client, de telle sorte à parler, on va dire, à une solution très intelligente. Donc, pour moi, à mon égard, c'est tout simplement cette architecture réussie de tous les maillons de la logistique de telle sorte à simplifier l'échange. Et je pense qu'actuellement, c'est bien positionné dans ce contexte d'épidémie Covid. La logistique, en fait, elle était assez intelligente de telle sorte à être parmi les mesures principales, clés de réponse à cette situation de crise. Et là, vraiment, je salue énormément tous plutôt les opérateurs de la logistique, principalement les entreprises de transport et logistique, qui ont, avec le confinement, répondu sur pied de guerre, si j'allais dire, à cette période en assurant la livraison, quels que soient bien sûr des biens et des services, assurant la survie pendant cette période. Donc voilà, donc ça c'est mon point de vue, j'allais dire en tant que concept de la logistique intelligente ou bien l'intelligence logistique. Merci, merci Sana. Donc, pour vous, il s'agit de donner plus d'agilité, plus de souplesse Voilà, au network logistique. au network en utilisant bien sûr cette transformation digitale et les systèmes d'information en globalité.
D'accord. Donc, Voilà. je passe la parole à Ahmed Lokili. Ahmed, vous êtes cadre à AMP, vous êtes chercheur, vous êtes formateur. Maintenant, vous êtes sur, je pense, un doctorat en termes sur le sujet, la thématique de l'intelligence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de concept? Qu'est-ce qu'une stratégie intelligente? Oui, c'est Joey. Donc, bonjour tout le monde. Ravi d'être parmi vous. Alors, moi, contrairement à Madame Sana, moi, je ne parlerai pas de l'intelligence dans la logistique, je parlerai de la logistique intelligente. C'est-à-dire que moi, quand je commence à étudier l'intelligence, j'étais vraiment très attiré par des assises européennes de 2007 où on a fait toutes des assises rien que pour voir un peu pourquoi les stratégies européennes ne sont pas aussi efficaces que les stratégies américaines. Et là, je me suis un peu très intégré dans ce problème-là, et là où j'ai vu l'intérêt de l'intelligence. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que qu'est-ce qu'on cherche finalement? Qu'est-ce qu'on cherche à travers la logistique ou la autre? On cherche toujours à avoir plus de visibilité, on cherche toujours à avoir plus de rentabilité, plus de performance et plus de traçabilité et surtout plus d'agilité. Alors, oui. Alors, pour trouver tout ça, l'intelligence est une solution. Alors, je disais que pour pouvoir assurer tout ça, l'intelligence est une solution. Et c'est une solution qui nous permet de faire tout ça. Mais le problème, le petit truc, c'était quoi? C'est que parfois, je sais que j'en rencontre des gens, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants, j'ai rencontré beaucoup de responsables. J'ai remarqué une chose très importante, c'est qu'on n'a pas la même perception d'intelligence. D'accord? Je salue Halal parce qu'il est top, il est vraiment. Il va vous parler de choses plus que moi parce qu'il est vraiment. Il est dans l'intelligence. Mais là, il faut comprendre ce que c'est l'intelligence. Parce que nous, quel que soit notre métier, quel que soit, même dans le sport, même dans un jeu, on est appelé à faire des décisions. Parce on prend des décisions, voilà. Tout simplement. Il y a une majorité, pour ne pas dire tous les problèmes, tous les échecs, la cause, c'est la décision. D'accord? Et bien sûr, malheureusement, surtout chez nous, on s'intéresse beaucoup aux conséquences et on oublie les causes. Parce que c'est les causes le plus important. C'est attaquer les causes. Parce que dans les causes, on fait de la prévention. Quand on attaque les conséquences, on ne fait que des corrections. Alors, l'intelligence, l'intérêt, c'est que dans la décision, il y a deux aspects. On est devant des choix, donc il faut savoir qu'est-ce sont les choix que nous avons. Et ça, plus on développe notre intelligence, plus on développe cette faculté de choisir et de trouver dans le choix. Et d'autres aspects, lorsqu'on a trouvé le choix, il faut être capable d'agir. Donc, l'aptitude d'agir et la faculté de choisir, c'est ça l'intelligence. C'est ça. Donc, il n'y a pas autre chose. C'est aussi simple que ça. La question qui se pose, comment développer l'intelligence? Comment développer l'intelligence? Malheureusement, quand je vois beaucoup d'émissions, quand je vois beaucoup de conférences, on s'intéresse beaucoup aux outils d'intelligence. Et on oublie le sujet. Parce que quel que soit l'outil, il est effectué par des gens. Et ce qu'il faut développer en premier, ce n'est pas les outils, c'est les personnes. Il faut préparer ces personnes à l'intelligence. Comment préparer les personnes? Par quatre volets. D'abord, il faut que la personne ait des connaissances. Il doit apprendre. Donc, on doit lui apprendre. C'est la formation. Deuxième chose, il faut que la personne soit engagée. Et pour qu'il soit engagé, on doit développer chez lui une conscience de l'intérêt de l'intelligence. S'il n'a pas cette conscience-là, on va perdre notre temps. Troisième chose, il faut accompagner la personne pour qu'il puisse créer dans son environnement un environnement motivant. Parce que même une personne engagée, s'il se trouve dans un environnement qui va le démotiver, là, il ne pourra pas donner beaucoup de choses. Et la quatrième chose, et la plus importante, quelles que soient vos connaissances, quels que soient vos engagements, quelle que soit votre motivation, il faut faire des exercices. Il faut s'exercer. Et quand on dit exercice,
Ça veut dire que je fais l'action, je fais une décision, et à chaque fois que je fais quelque chose, je dois le mesurer. Pourquoi on mesure la décision? Parce que, en général, lorsqu'on décide, pourquoi on décide? C'est pour arriver à quelque chose, pour faire quelque chose. Quand je décide de tourner à droite, ça veut dire que, pour moi, tourner à droite va me permettre d'arriver à un point. Et après la décision, il faut encore revoir le résultat. Pourquoi le résultat? Parce que ça permet de mesurer les écarts entre là où nous sommes arrivés et là où on pensait arriver. Et les écarts, lorsqu'on arrive à ces écarts-là, c'est pas pour, je sais pas, c'est rien que pour corriger deux choses. Notre source de données et notre esprit d'analyse. Parce que si jamais je tourne à droite et il fallait tourner à gauche, ça veut dire quoi? Ou bien j'ai eu des informations erronées, ou bien j'ai mal compris les informations, ou bien j'ai mal analysé les informations. Et c'est ça qu'il faut corriger. Parce qu'à force de corriger ça, moi j'ai fait un exposé sur l'intelligence dans le sport, c'est comme un joueur. Un joueur, c'est vrai, il a besoin d'être un bon athlète, il a besoin d'apprendre beaucoup de tactiques, mais il a besoin surtout qu'on le corrige tout le temps. Quand je vois par exemple les grandes équipes, à chaque fois, après chaque match, on voit toutes les décisions du joueur. Et on l'appelle, voilà, vous avez fait ça, il fallait faire ça. Donc, le joueur, il comprend. Et on voit que dans nos niveaux, un joueur ne peut pas faire une erreur deux fois. Parce que la première fois, on l'apprend. Et ça, on peut l'intégrer dans la logistique. Alors, je reviens à la stratégie. C'est vrai que pour développer un pays, la logistique joue un rôle très important. Mais il faut toujours une orientation politique. Cette orientation politique, il amène à faire des stratégies pour arriver à des objectifs bien spécifiques. C'est pas le problème. Moi, quand je vois que les Européens, en 2007, ils font des assises, pourquoi? Parce que les Européens, ils ont l'efficacité entre 84 et 86%, et ils veulent atteindre les 94% des Américains. Moi, j'ai essayé d'avoir un peu quelles sont l'efficacité des stratégies africaines. Je n'ai pas pu les avoir jusqu'à ce que, il y a 3 à 4 ans, on a eu un ami de l'AMLO, d'ailleurs, de l'OCDE, qui a fait une conférence à Casablanca et qui a parlé de 40%. 40% d'efficacité des stratégies africaines, mais 40% des stratégies connues. Parce qu'en Afrique, il y a des stratégies qu'on ne connaît pas. Ils se font en coulisses. 40%, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que lorsqu'on fait une stratégie, c'est de l'argent, c'est du personnel, c'est de l'énergie. Tout ça, normalement, il devait être compensé par quoi? Par l'objectif atteint. Quand on atteint l'objectif, c'est des pertes, c'est des gâchis. Et notre continent et notre royaume, je pense qu'il est temps de réussir ces stratégies. Entre parenthèses, actuellement, nous avons une dizaine de stratégies marocaines. Si jamais ils arrivent à leur objectif, on aura un autre Maroc en 2030. C'est clair. Un autre Maroc. Nous serons obligés de changer notre comportement. Parce que notre comportement, il peut être changé par l'environnement. D'accord? Mais comment réussir ces stratégies-là? La solution, la stratégie intelligente. Alors, la stratégie intelligente, malheureusement, pour l'adopter, que ce soit dans une société, ou dans une administration, dans un État, etc., il faut au départ, il faut 4 choses qui doivent exister dans l'entreprise. Sinon, on ne pourra pas parler de la stratégie intelligente. La première chose, c'est la gestion du pouvoir. Nous avons une très mauvaise gestion du pouvoir. Ne comprenons pas ce que c'est que le pouvoir. Le pouvoir, c'est un outil qui permet de maintenir une discipline dans la hiérarchie. Le pouvoir n'a jamais été un objectif. La deuxième chose la plus importante, c'est la décision. D'ailleurs, même dans la digitalisation, lorsque la Bureau du Sud veut l'internationalisation dans une entreprise, la première chose qu'il étudie, c'est quoi? C'est comment, au sein de l'entreprise, comment on décide. Est-ce qu'il y a une décision ou est-ce qu'il y a des décideurs? D'accord. La troisième chose, c'est l'analyse des résultats. Malheureusement, parce que j'assiste à pas mal d'analyses, parfois, on appelle un cabinet rien que pour faire une analyse pour justifier des erreurs. Alors que l'analyse des résultats, ce n'est pas pour justifier des erreurs, c'est pour permettre d'améliorer notre façon de faire. D'accord? Parce que normalement, lorsqu'on fait des choses, on suppose qu'elles sont bonnes. Si elles ne sont pas bonnes, donc on doit changer quelque chose ou non. On n'est pas là pour justifier. D'accord?
Alors, une fois qu'on a ces prérequis, là, on peut atteindre l'intelligence. Alors, l'intelligence est fondée sur 3 axes. D'accord. Le premier axe, c'est la bonne gouvernance. Beaucoup de gens, malheureusement, lient la bonne gouvernance, rien en gouvernement, l'État. Non, non, la bonne gouvernance existe partout, dans une école, administration, société, même dans la famille. Il y a une bonne gouvernance et il y a les règles de bonne gouvernance. Quand on respecte ces règles, on peut espérer la bonne gouvernance. Entre parenthèses, dans les pays européens et dans les pays asiatiques, on ne parle plus de bonne gouvernance. On parle de mode de gouvernance, parce qu'on a dépassé le stade de bonne gouvernance. On l'a dépassé. D'accord. Le deuxième aspect, après, si vous voulez, on peut développer chaque aspect, c'est le management. Le management, il a ses règles. Le management fait 2 aspects, fait l'environnement interne et l'environnement externe. Et chaque aspect, il a les règles directes. On respecte les règles de management, on va vers l'intelligence. On ne respecte pas les règles de management, on ne va pas vers l'intelligence. Et le troisième aspect, le tawa, il est très très important, c'est la gestion de l'évolution. Malheureusement, l'évolution. Parce que si on ne gère pas l'évolution, on va la subir. C'est systématique. Et bien sûr, avec les règles. La gestion de l'évolution, il y a 4 aspects très très importants. D'abord, il faut avoir des outils de veille, les outils avec les opérateurs. Deuxième chose, il faut avoir des indicateurs de veille, parce que ça ne sert à rien de faire la veille avec l'indicateur, donc ces indicateurs pour savoir qu'est-ce qu'on a trouvé. Et après, troisième chose qui est très importante, il faut des procédures de réaction. À quoi bon de faire la veille et trouver que, par exemple, on aura par exemple une guerre dans 10 ans, ou là on aura un événement dans 10 ans, ou bien quelque chose dans 10 ans, et on ne fait rien. Ça ne sert à rien de faire la veille. D'accord. Et le quatrième point, c'est ces procédures-là, elles doivent être dynamiques. Donc, toujours essayer d'améliorer ces procédures. Donc voilà, pour les 3 aspects d'intelligence. Et après, si je dis oui, si vous voulez, on peut développer chaque aspect. Merci Ahmed. Donc, vous avez mis l'accent sur, non pas sur les outils de la stratégie intelligente, mais sur les personnes. Et donc, vous avez cité quelques conditions pour que une stratégie logistique réussisse. Et vous avez terminé par un peu par parler de ces conditions de gouvernance, d'évolution et de dynamisme. Mais quelques-uns parmi nos participants et parmi les professionnels en général vont nous dire que tout ça c'est de la théorie. Comment dans la pratique, est-ce que c'est possible d'instaurer une stratégie logistique ou une stratégie intelligence en général et dans le secteur de la logistique, dans les entreprises en privé? Comment ça se passe? C'est Mohamed Talal, vous êtes avec nous, nous avons le plaisir de participer avec vous à ce débat et de partager avec vous. Vous êtes la personne en question, vous êtes entrepreneur dans le secteur depuis des années. Vous avez bâti un groupe, un des leaders de notre pays. Vous êtes aussi militant au sein de la CGEM. Donc, vous avez vécu des journées, donc vous êtes en connaissance de cause, peut-être en connaissance de douleur, en connaissance de souffrance, en connaissance de plaisir. Donc, vous allez nous parler un peu de cet aspect pratique de la chose. Donc, je vous laisse la parole, c'est Mohamed Talal. Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Bien, parfait. Bon, déjà, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de revoir des personnes que je connais depuis plus d'une vingtaine d'années ici, le privé, ici, je dis oui, c'est Paris, c'est Mer. Donc, toute l'équipe, en tout cas, merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Moi, je rejoins un petit peu si Ahmed sur son analyse, mais j'ai envie de dire, je vais prendre une autre direction. L'intelligence logistique se situe encore plus loin. Elle est vraiment encore plus loin. Aujourd'hui, quand on prend les directeurs supply chain, les chefs d'entreprise industriels, les chefs d'entreprise dans les métiers de la logistique au sens large, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on évolue dans un monde en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Elle est là, la problématique. Des décisions d'aujourd'hui sont obsolètes demain. Donc, aujourd'hui, la difficulté pour un décideur, c'est de prendre des décisions pérennes dans le temps, de manière à ce que l'entreprise continue à faire de la croissance, continue à gagner de l'argent, continue à évoluer dans un monde en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Et aujourd'hui, on l'a vécu avec le Covid-19. Le Maroc et le monde d'avant le Covid-19 ne sera pas celui d'après le Covid-19. Beaucoup de choses ont changé.
y compris au niveau des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs, leur approche et leur mindset par rapport à la notion de famille a changé, par rapport à la religion, ça a changé, par rapport à tout ce qui est économique, ça a changé. Aujourd'hui, l'approche du consommateur est totalement différente. Les priorités changent, ne serait-ce que par là. Donc, cela vient introduire des changements au niveau des marchés. Mais quand on dit des changements au niveau du marché, ça veut dire quoi pour une entreprise? Ça veut dire des marchés qui vont disparaître, des nouveaux marchés qui vont apparaître, des flux qui vont changer totalement de direction, en direction et en volume. Je vous donne des exemples. Renault-Peugeot. Renault-Peugeot a décidé de fermer des unités industrielles en Europe, alors qu'il y a encore 3 mois, ce n'était pas d'actualité. D'accord? Au Maroc, il y a eu 3-4 mois d'arrêt. Il y a eu un impact énorme sur les entreprises marocaines. Les entreprises ont vu leur flotte, plus de 70% de leur flotte s'arrêter, alors qu'ils avaient lancé des investissements sur 4 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, pour ceux qui ont construit. Il y en a qui ont mis en place des investissements par rapport à une cartographie des flux, par rapport à des barycentres logistiques en Europe, qui aujourd'hui sont totalement remis en cause parce que justement, différents États parlent de relocaliser leur production, notamment sur tout ce qui est stratégique dans la chaîne de valeur, ce qui perturbe totalement les chaînes logistiques au niveau mondial. Donc aujourd'hui, les décideurs qui ont lancé des investissements, qui ont pris des décisions et qui aujourd'hui se trouvent face à tous ces changements, ont un véritable problème. Il aurait fallu anticiper. Et c'est là où se trouve l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est en fait quelque part pouvoir anticiper ou se donner les moyens d'être agile et pouvoir évoluer par rapport à des marchés futurs. Parce que lancer un investissement aujourd'hui, vous construisez un bâtiment logistique, je vais dire une bêtise, pour Amazon, demain, il se passe quelque chose, le Covid-19, et ben Amazon décide de se réimplanter ailleurs ou alors carrément fait faillite et disparaît. L'entreprise qui a investi est plombée. Ce bâtiment n'est plus du tout adapté. Il a été construit pour ce client Amazon, pour un type de flux bien déterminé, pour un type de consommateur bien déterminé. Et ça, c'est vrai même au niveau d'un directeur des achats au supply chain dans une entreprise. Aujourd'hui, les problématiques qui se posent avec l'Asie, vous avez assisté à cette guerre géopolitique qu'il y a aujourd'hui entre les États-Unis et l'Asie et la Chine essentiellement. D'accord? Attendez, les gens se sourcent aujourd'hui en Asie. Il y a eu des gros problèmes, des problèmes d'importation, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Là, encore une fois, les directeurs supply chain devaient anticiper. Qui avait anticipé également la chute du prix du baril? Ben, il aurait fallu le faire, il aurait fallu y penser, ou du moins se donner les moyens d'être agile au cas où tel scénario devait s'opérer. La chute des cours du baril a perturbé les flux logistiques mondiaux, a perturbé les business plans et les plans de trésorerie des entreprises. Mais il y va de la pérennité de l'entreprise. Donc, cette intelligence logistique, elle est valable pour un chef d'entreprise industriel, pour un directeur supply chain, mais également pour des opérateurs dans les métiers logistiques, que ce soit des transitaires, que ce soit des freight forwarders, que ce soit des transporteurs, que ce soit des logisticiens, l'impact est là. D'accord? Il est là. Donc, il est essentiel aujourd'hui que aujourd'hui, le chef d'entreprise ait cette agilité. Il y a aujourd'hui un monde où on parle d'économie de la connaissance. Il est essentiel d'avoir accès à la connaissance au sens brut. Ensuite, comme disait Silukili, la veille est primordiale. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Il faut être au courant de tout ce qui se passe sur un plan économique, sur un plan politique. Aujourd'hui, la relocalisation des entreprises dans la région, quand je dis région, c'est la région effectivement Maghreb, mais également européenne, puisque beaucoup d'entreprises comptent relocaliser certaines industries, notamment dans le médical, par exemple, ça aura un impact. L'entreprise marocaine qui hier exportait des médicaments vers l'Europe, eh bien, si l'Europe décide de fabriquer localement, eh bien, les exports, c'est terminé. Ça aura un impact sur l'entreprise marocaine qui a comme client telle entreprise dans le domaine du médicament. Ça va impacter le transporteur qui bossait avec cette entreprise et ainsi de suite. Donc, il est extrêmement important d'assurer un travail de veille en continu. Ça, c'est déjà un. Deux, quand on dit de la veille, ce n'est pas uniquement sur un plan purement économique, c'est également géopolitique. La Chine qui décide de ne plus commercer en dollars par rapport aux États-Unis a un impact sur les chaînes logistiques. Ça a un impact. Quelles sont les solutions de repli pour l'entreprise? Stratégiquement, il faut avoir une posture de manière à pouvoir répondre à de telles situations. D'accord? Le Maroc a signé des accords de libre-échange. Ils sont contestables. D'accord? Aujourd'hui, il est question de les remettre sur la table et de rediscuter. Mais les accords de libre-échange vont nous faire encore plus mal qu'auparavant. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'avant la crise, les entreprises concurrentes au Maroc et à l'étranger, elles étaient en concurrence sur un marché bien déterminé. Sauf qu'en sortie de crise, la position de chacune des entreprises marocaines et européennes
ne sera plus la même en sortie de crise. Pourquoi? Eh bien, très simplement parce que la BCE a injecté plus de 750 milliards d'euros dans les économies européennes. Les entreprises ont bénéficié d'aides directes et indirectes, mais surtout directes, quand nous, au Maroc, les entreprises marocaines n'ont bénéficié que d'aides indirectes par de la dette, quand c'est d'Aman Oxygène et d'Aman Relance aujourd'hui, par exemple, on en parle, il y a d'autres produits qui vont arriver également, c'est de la dette. Donc, si vous voulez, les aides qui ont été données aux entreprises ne sont pas les mêmes. Donc, les entreprises européennes sortiront certainement beaucoup plus fortes que les entreprises marocaines, sur un plan déjà purement financier, d'accord, et pour aller sur de nouveaux marchés. Bon, certainement, il faudra exercer un recours auprès de l'OMC, parce que c'est un petit peu une concurrence déloyale, parce que c'est une forme de dumping quelque part, pour des produits étrangers. Donc, ça veut dire que les entreprises de production européennes vont devenir plus compétitives que les entreprises marocaines. Et là, encore une fois, ça impacte les flux pour les entreprises qui sont dans le secteur. Donc, quelque part, c'est un gros travail de veille qui est extrêmement important. C'est essayer de donner toute l'agilité possible à l'entreprise pour pouvoir évoluer par rapport à un environnement qui est en perpétuel mouvement. D'accord? Que ça soit sur le plan économique ou politique, la politique malheureusement influe. Si demain, effectivement, les Européens et les Américains décrètent qu'il y a une responsabilité claire et avérée de la Chine, il est clair que ça aura un impact. Peut-être que ça se traduira par un embargo, j'en sais rien, je raconte n'importe quoi, probable. Mais il y aura certainement des répercussions. Et si c'est le cas, ça impactera les flux. Donc les chefs d'entreprise, dans cette intelligence logistique, doivent avoir beaucoup d'agilité, assurer une veille continue sur les marchés, que ce soit politique ou économique. D'accord? 3, il faut pouvoir également, en termes de financement, il faut se donner également une agilité au niveau financier. D'accord? 4, au niveau des ressources humaines, le marché évolue, peut-être qu'il faut changer de type de personnel, de type de collaborateur. Par exemple, dans la logistique, demain vous perdez un entrepôt de 50 000 m², vous avez 460 personnes dedans, vous perdez le client parce qu'en France, si on prend aujourd'hui Conforama qui est en faillite aujourd'hui en France, qui a décidé de mettre la clé sous la porte, toutes les boîtes logistiques qui sont derrière, et j'en connais pas mal, vont fermer des entrepôts. C'est sûr. Pour l'entreprise logistique, c'est des salariés qui vont être à l'arrêt. Heureusement qu'il y a une loi qui permet de reprendre ces salariés, ainsi de suite. Au Maroc, elle n'existe pas. Et c'est là où j'en viens à l'aspect politique. Nous devons également, nous, au sein d'une fédération, avec la fédération de transport, aujourd'hui qui est présidée par CFD, Paris et toute l'équipe, au sein d'associations, il y a lieu aujourd'hui de lobbyer pour qu'effectivement soient mises en place des lois qui encadrent le métier de la logistique et qui protègent les salariés et qui protègent les entreprises logistiques face à de tels phénomènes. D'accord? Qui n'existent pas aujourd'hui. En Europe, beaucoup d'entreprises logistiques vont mettre la clé sous la porte parce que des entrepôts se sont fermés. Alors, l'entrepôt qui ferme, celui qui a loué les chariots en full service, et bien la boîte qui a loué les chariots full service sera également en difficulté et c'est un domino. C'est un domino. Donc, il y a lieu aujourd'hui de prendre des positions de manière à garder toute agilité encore plus vraie aujourd'hui. Voilà. Merci, c'est Mohamed Talal. Donc, pour vous, une stratégie intelligente ne sert à rien si elle ne peut pas prévoir les changements qui peuvent se produire. Et donc, les chefs d'entreprise doivent être un peu à la veille et faire preuve d'agilité, de veille continue sur le marché, de veille économique et géopolitique. Et d'agilité sur le plan financier. C'est-à-dire que si vous êtes face à un investissement, vous déterminez que vous allez dégager sur cet investissement, votre projet, 30% de marge. Mais vous devez investir, par exemple, en dur. Cet investissement sur 5 ans, sur 20 ans. Peut-être qu'il vaut mieux accepter de réduire de 50% sa marge sur tel projet et partir en location parce que si demain il y a tel ou tel événement, vous pourrez vous libérer de cet investissement. Réagir, oui. Oui. Donc là, je profite pour un peu rebondir sur cet aspect-là et introduire Rachid Tahri. Rachid Tahri, vous êtes avec nous? C'est Rachid? Je suis avec vous. Voilà, donc j'allais vous poser une question sur l'OMCL, mais d'abord, pour ne pas louper cette petite remarque de C. Mohamed Talal, de la veille stratégique en ce qui concerne les investissements. Et dans la communauté logistique, on s'interroge de plus en plus sur les MEIAD, les surfaces
les aides de dédouanement, qui pour certains d'entre ces opérateurs ne sont pas vraiment bien rentabilisés. Alors, vous allez nous répondre sur votre sentiment par rapport à cette question-là. C'était des lourds investissements, et même en location. Mais est-ce que ces MEAD étaient une bonne décision que chaque opérateur doit avoir son MEAD privé? Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord te remercier pour cette initiative et sur Je n'ai cette pas fait ma thématique surtout. présentation, c'est Rachid, parce que je ne pense pas que parmi ceux qui sont en train de nous voir ne connaissent pas nos participants. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que parmi les participants, effectivement, on se connaît pratiquement tous. Je salue mon ami ici, Mohamed Talal, je salue Silou Kili, Sana, notre chère dame, la dame de fer de la logistique. C'est gentil. Donc, je voudrais, bon, effectivement, après, je parlerai un petit peu de l'observatoire. Donc, aujourd'hui, quand on parle des MEAD, les MEAD, ça a été un très bon concept qui a donné ses fruits. Puisqu'on a commencé dans les années 2000. Donc, qui a donné ses fruits et qui aujourd'hui a permis quand même d'aller vraiment dans des délais vraiment très, très courts en matière de dédouanement de marchandises. Donc là, à ce niveau-là, on n'a pas effectivement, c'était une très bonne décision et qui a permis pendant cette décennie d'aller vraiment dans on va dire dans le dédouanement le plus rapidement possible. Maintenant, aujourd'hui, si on parle des MEAD, effectivement, c'est des ports secs, c'est des relais par rapport au port. Et donc, dès qu'on touche à l'importation, à l'exportation, automatiquement, il est impacté. Donc, comme quand on voit les MEAD qui sont au niveau des aéroports, tous nos membres ont pratiquement arrêté l'activité puisqu'il n'y avait plus de flux de marchandises qui arrivaient ou qui partaient. Par rapport aux MEAD qui sont au niveau du royaume, on a vu une baisse pratiquement, on va dire, qui varie entre 60 et 70% en fonction des activités des uns et des autres. Bon, ceux qui sont sur l'automotive, ils ont été impactés le plus. Ceux qui sont dans la confection, la même chose. Par contre, ceux qui sont sur divers produits, bien sûr, ils étaient moins affectés que les autres. Par contre, aujourd'hui, effectivement, c'est une très bonne question et c'est aujourd'hui l'occasion pour en parler et ça fait partie de l'intelligence logistique. Alors, et là, je vais aller sur la partie, on va dire, la partie législative. La partie législative, nous avons 3 ou 4 régimes qui sont complètement différents l'un de l'autre. Nous avons un régime, pour les MEAD, c'est un régime qui consiste en importation et bien sûr, et dédouanement et livraison des marchandises. Nous avons les entrepôts particuliers privés et nous avons ce qu'on appelle les magasins avancés, donc le système pour justement la massification des produits et qui ont un régime différent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudra, pour que ces plateformes, comme tu le disais, si je dis oui, pour que ces plateformes soient plus rentabilisées, il faut que dans la même plateforme ou dans le même entrepôt, qu'on puisse retrouver tout ça. De manière à ce c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une évolution concrète au niveau des régimes douaniers par rapport à cet aspect, parce que cela permettra sûrement à nos membres ou aux MEAD de rentabiliser leur MEAD. Oui, il y a des prestataires qui font cette prestation et qui offrent la possibilité de faire du cross-docking dans leur plateforme, ça existe, mais avoir son propre magasin sous douane
avec bien sûr, avec l'évolution dont je viens de parler, c'est toujours intéressant et toujours important parce que quand même, à côté, nous pouvons donner d'autres services, à savoir la livraison, le dédouanement, l'entreposage après dédouanement. Il y a toute une panoplie de services que le freight forwarder peut offrir. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, aujourd'hui, il faut se pencher sur ça. Après, il faut faire on va pas dire un état des lieux, mais il faut travailler de manière à évoluer vers un seul entrepôt où on peut gérer aussi bien les différents régimes d'ailleurs, c'est ce qui se fait en Europe par rapport à cette partie-là. Donc maintenant, on parle de l'observatoire. Est-ce que l'observatoire tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il est bien outillé pour entamer sa mission et la mener à bien? Bon, alors je voudrais, merci pour cette question par rapport à l'observatoire. Aujourd'hui, l'observatoire marocain de la logistique a un rôle très important. Ce rôle, en fait, consiste à faire la veille ou le suivi de la contribution de la logistique dans le développement de notre pays. En quoi consiste? Il consiste à mettre en place un ensemble d'indicateurs, la veille stratégique sur la logistique, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Mais avant d'aller vraiment dans le concept de l'intelligence, si vous permettez, je vais essayer de partager avec vous quelques éléments sur ce qui fait l'observatoire. Donc, au niveau de l'observatoire, on travaille sur le coût intégral de la logistique au Maroc. C'est un indicateur qui permet de juger l'efficience ou le nom des actions menées dans la stratégie logistique. Donc, l'objectif, comme ça a été défini par la stratégie nationale, l'objectif est de réduire le poids de la logistique sur le PIB de 20 à 15%. Donc, aujourd'hui, on peut dire sur la décennie depuis 2010 jusqu'à 2018, nous avons pu réduire à peu près à 2%, plus ou moins à 2%, le poids de la logistique au niveau du PIB. Par ailleurs, il y a aussi un autre indicateur sur lequel nous travaillons aussi, c'est celui de la contribution de la logistique dans la création de valeur. Cet indicateur, quel est son objectif? Son objectif, c'est de voir un peu les différentes réalisations, que ce soit au niveau du public ou au niveau du privé. Et à ce niveau-là, nous avons bien sûr, nous sommes à peu près par rapport à la création de valeur, nous sommes aux alentours de 50 milliards de dirhams en 2018 et ce qui représente à peu près 5,15% du PIB au Maroc. Cette partie-là, bien sûr, vient avec la partie de l'emploi et qui est quand même très importante puisque la logistique emploie aux alentours de 450 000 personnes, soit à peu près 4% de la population active au niveau du Maroc. Donc, ça veut dire qu'il y a un développement au niveau de l'emploi au sein du secteur de la logistique. Bon, nous avons un autre indicateur sur lequel nous travaillons aussi, c'est celui de la formation, bien sûr, qui est très important. Et à ce niveau-là, nous sommes aux alentours de 26 milliards de dirhams et qui représente à peu près 2,6% du PIB. Donc, c'est une branche qui est très active et qui est très évolutive.
Nous avons aussi en croissance annuelle moyenne au niveau de la logistique, nous sommes aussi à 3%, 3,70 à peu près, on va dire 4% entre 2010 et 2018, qui est à peu près similaire. Il y a une corrélation entre le développement ou la croissance économique et la croissance de la logistique. C'est-à-dire la croissance économique, nous sommes aux alentours de 3,7. Au niveau de la croissance de la logistique, on est à peu près au même niveau. Donc, ça, c'est une partie des indicateurs. Nous travaillons aussi sur ce qui est investissement, et c'est très important. Entre l'investissement entre le public et le privé, nous sommes arrivés à 31 milliards de dirhams en 2018. Donc, on va dire c'est à part égale, plus ou moins, entre le public et le privé, et qui représente quand même 14% de la formation brute du capital. Donc, voilà, en gros, ce que nous avons comme indicateur. Alors, pour revenir à l'intelligence dans la logistique, je parlerai, bien sûr, aujourd'hui, il devient de plus en plus nécessaire de travailler justement avec une certaine intelligence, parce qu'on peut pas scinder ou séparer entre la logistique et toute la partie intelligence, comme il a dit Talal, toute la partie intelligence économique et surtout le suivi et par rapport à ce qui se fait au niveau international. Parce que la crise sanitaire aujourd'hui a démontré qu'il y a un besoin d'aller vers cette intelligence à tous les niveaux, et spécialement au niveau de la logistique. Donc, selon notre conviction, l'intelligence logistique devra se manifester en la capacité de différents intervenants de s'adapter. S'adapter, bien sûr, à toutes les mutations futures et se préparer à tout ce qui est… Parce qu'il va y avoir un bouleversement, comme il a dit, c'est Mohamed Talal, il va y avoir un bouleversement de la chaîne au niveau mondial. Parce que avec tout ce qui se passe, donc comment pallier? Eh ben, il faut être créatif, il faut être innovant, il faut chercher à chercher à faire face à tous ces changements, et bien sûr par le concept de la résilience. Donc, ce que je voudrais dire, il faudrait d'abord se doter des outils d'aide à la décision, donc pouvoir anticiper, agir sur le contexte des crises, par exemple, surtout des crises actuelles. Ceci implique la mise en place d'une démarche, on va dire, surtout de collecte d'informations, et ça a été dit, que ça soit commercial, réglementaire, technologique, et j'en passe, parce que c'est très socio-économique aussi, géopolitique. Donc, à ce niveau-là, nous, en tant qu'observatoire, nous travaillons sur un certain nombre si vous voulez, d'indicateurs, et surtout la veille stratégique. Donc, ce qu'on cible à travers les études que nous sommes en train de mener avec les différents cabinets, l'objectif, c'est la production d'un ensemble d'indicateurs de manière progressive, technique, financière, et de manière à ce que ces indicateurs puissent nous donner de manière ciblée dans l'écosystème de la logistique nationale. Et là, par exemple, travailler sur les opérateurs logistiques, qu'ils soient institutionnels, les chercheurs, les opérateurs, et ainsi de suite. Nous travaillons aussi de la veille stratégique. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est l'anticipation sur le secteur, de manière à ce qu'il y ait cette intelligence logistique à travers le développement de la capacité d'apporter des réponses adaptées à ses partenaires actuels, et surtout
et surtout d'assurer une pratique de veille logistique spécifique à notre observatoire. Donc, dans tout ça, nous avons catégorisé la veille sur 8. Il y a la veille opérationnelle. Donc, la veille opérationnelle, c'est le fait de travailler sur les filières. Il y a la veille du marché. Donc, on fait une veille sur le marché de manière à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le marché, qu'il soit domestique, international, national et international. Nous avons la veille concurrentielle. Donc, l'objectif, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe autour, que ce soit national et surtout régional. La veille économique. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur le commerce international, les donneurs d'ordre. Nous avons aussi la veille sur les acteurs, donc les mouvements. Qu'est-ce qui se passe au niveau des mouvements des acteurs? Réglementaire, nous avons aussi le réglementaire. Nous avons aussi la technologie, comme je disais tout à l'heure. Donc, tout ce qui est tendance, la surveillance des évolutions technologiques et les tendances. Et bien sûr, la partie veille, formation et emploi, qui nous permet de comprendre quelle est on va dire, l'adéquation entre l'offre et la demande, de manière à ce qu'il n'y ait pas de manière à avoir des compétences qui évoluent avec l'évolution internationale. Voilà en gros ce qu'on a sur les dossiers sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Donc, je pense qu'on sera opérationnel bientôt. Donc, je profite aussi de l'occasion. Nous avons aussi lancé une enquête sur le Covid en partenariat avec l'AMDL, avec la Fédération de transport de la logistique et de la CGM, avec la CGM. Et donc, c'est une étude qui est en cours, c'est une enquête qui est en cours. Nous sommes en mesure de vous donner un petit peu le résultat, je pense, dans quelques jours. Voilà, merci. C'est Rachid. Donc, j'ai ici une intervention sur le chat de M. Rafiki qui rejoint un peu ce que j'allais poser comme question. Il dit « La veille n'est pas l'apanage du seul privé, elle devra être aussi un souci majeur dans la stratégie globale de l'administration qui engage le pays et les opérateurs dans les accords internationaux et régionaux. » Et la question, on prend parmi les 4 indicateurs dont a parlé Rachid, le deuxième, c'est la contribution de la logistique dans la richesse, la valeur, la création de valeur dans le pays. Est-ce que, la question va être posée à vous trois, est-ce que, par exemple, là, on se dit, nous sommes à 5,15% du PIB marocain, la logistique contribue à 5%, elle pourrait contribuer à hauteur de 8%, de 9%, et quels sont les moyens pour un peu sensibiliser et convaincre les pouvoirs publics, les politiques, pour un peu qu'ils soient sensibilisés que c'est un secteur qui peut se développer et donner plus de valeur, plus d'offres d'emploi au Maroc. Comment on peut profiter de ces indicateurs intelligemment pour convaincre à instaurer des politiques de développement?